Votre cerveau vous trompe. Pour preuve, on peut facilement lui faire voir des choses qui n'existent pas. On peut même le tromper au point de vous rendre complètement aveugle. Rien qui change, absolument rien. Désolé. Non seulement nous allons vous tromper vous aussi, mais nous allons également vous expliquer comment certaines manipulations trouvent leurs origines dans les arcanes du cerveau. Mais qui aurait donc intérêt à décortiquer ainsi les failles de notre cerveau? Qui aurait intérêt à aller chercher dans la science les moyens de nous télécommander? Voyons, poser la question, c'est y répondre, une foule de gens en vérité, parmi lesquels les gens de la pub. Une publicité qui n'a pas été mémorisée consciemment, mais inconsciemment, peut mener à plus de préférences. Et des auteurs ont même démontré que ça pouvait mener à plus de consommation d'un produit. La pub qui s'empare des nouvelles connaissances en neurosciences pour devenir la neuropub, la neuropublicité, le neuromarketing. Le neuromarketing, c'est quelque part essayer de se mettre à la recherche du Graal et trouver les recettes magiques pour agir sur le comportement du consommateur à coup sûr. L'impératif pour une publicité, c'est de provoquer une réaction dans la tête des gens. Elle doit activer quelque chose. Le fantasme des publicitaires, c'est de savoir ce qui se passe dans la tête des consommateurs. Un chercheur américain, Reed Montagu, a trouvé à la fois le moyen de mener ses recherches et de faire parler de lui. Et comment? Il a fait une découverte pour le moins interpellante. Il a osé comparer Coca et Pepsi, les deux sodas les plus connus de la planète, au centre d'une étude scientifique. Dans cette expérience, on a demandé aux personnes s'ils déclaraient préférer Pepsi-Cola ou Coca-Cola. Et la majorité des gens ont voté en faveur de Coca-Cola. Par contre, si on demande aux gens, en aveugle cette fois, on leur fait goûter le Coca-Cola et le Pepsi-Cola, ils vont par contre décider qu'ils préfèrent Pepsi-Cola. Donc on voit bien qu'il y a une contrariété entre le résultat du sondage d'opinion et le résultat du test en aveugle. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment expliquer ce changement d'opinion? C'est là que Reed Montagu a une idée simple et géniale. Il va refaire l'expérience en mettant les consommateurs dans un scanner. Eh bien, grâce au scanner, on voit qu'une partie bien précise du cerveau, le putamen, réagit violemment quand ils boivent du Pepsi et visiblement moins quand c'est du Coca. Le putamen jouerait-il donc un rôle clé? Le putamen est situé en profondeur du cerveau. Donc nous allons, si vous le voulez bien, ouvrir le cerveau pour vous montrer exactement où il se situe. Eh bien, nous voyons le putamen ici, une petite partie du putamen que j'ai indiqué avec ce point rouge est importante dans le circuit du plaisir et notamment du bon goût que j'ai eu en buvant cet excellent liquide. Le putamen fait partie de notre cerveau primitif, il serait le siège des plaisirs immédiats et instinctifs. A contrario, que se passe-t-il quand les buveurs savent ce qu'ils boivent? Là, très étonnamment, les gens vont déclarer préférer le Coca-Cola. Mais ce qu'on remarque en plus, c'est qu'en effet, leur zone du cerveau, qu'on a vu tantôt, cette zone du cerveau primitif, donc qui était ici, n'est plus du tout activée, et c'est une autre zone du cerveau qui est activée, qui concerne le cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone de la conscience. Que visiblement notre cerveau primitif prend des décisions, nos décisions sont prises j'aime pas par notre cerveau primitif, et que finalement la conscience par après vient inhiber cette décision, et donc en fait ici ce qu'on voit c'est toute l'imagerie Coca-Cola, tout le branding qui est autour de Coca-Cola, les publicités, tout ça va venir changer le choix et la préférence des consommateurs. Quand on leur montre la marque, ils déclarent préférer Coca-Cola, et le cerveau montre qu'en effet ils aiment beaucoup moins Pepsi, puisqu'il n'y a plus d'activation de la zone du plaisir qui était provoquée par Pepsi. L'image d'un produit, c'est ce qu'on retient d'abord d'une façon rétinienne. Ensuite, le toucher, l'odorat, le goût, mais ce sont des sens secondaires. Donc, effectivement, l'image est très importante. Quand on consomme davantage une image qu'un goût.
Il faut laisser à Reed Montaigu la responsabilité de son analyse, il n'empêche que son étude est on ne peut plus sérieuse puisqu'elle a été publiée dans Neurones et Psycho, des revues scientifiques de référence dans le domaine des neurosciences. Mais et si on pouvait inculquer cette irrésistible envie d'appartenir à une marque au consommateur à son insu? Pour cela, il faudrait duper le cerveau. Possible? Possible. Une petite expérience. Ça vous dit? Regardez bien cette image, elle est immobile et pourtant vous avez l'impression de voir des rouleaux verticaux s'enrouler et se dérouler. C'est normal et là, est-ce que vous voyez comme des vagues? Étonnant, hein, d'autant que lorsqu'on tente de fixer ce qui bouge dans l'image, tout semble s'immobiliser, puis ça se remet à bouger. Il existe une quantité de ces motifs qu'on jurerait en mouvement. Ces images sont pourtant bel et bien immobiles. La preuve, nous les imprimons. Pensez-vous que ça marche encore? Eh bien, faites le test vous-même. Balayez la page de votre regard. Vous devriez ressentir des mouvements circulaires parmi ces espèces de fleurs. C'est agaçant, ça marche encore alors qu'on sait pertinemment que ces fleurs sont immobiles. Nous voulons comprendre. Toutes ces images sont caractérisées par le fait qu'elles contiennent de nombreux petits éléments qui, eux-mêmes, contiennent des régions de contraste élevé. Et notre cerveau est berné en l'occurrence parce que les informations qui concernent donc le calcul des mouvements s'intéressent principalement à la nature des contrastes qui existent entre différentes régions de l'image. Les zones de contraste, c'est quoi? Ce sont les endroits où le noir et le blanc s'opposent. Or, dans l'œil, les capteurs sensibles au contraste sont les bâtonnets. Ici. Et les bâtonnets sont hyper nombreux en périphérie de notre champ de vision. Quant au centre du fond de l'œil, il est couvert en plus des bâtonnets d'autres capteurs sensibles, eux, à la couleur appelés les cônes. Et justement, dans les motifs qui nous intéressent, il y a de subtils changements de contraste en périphérie des formes, comme ici au bord des rouleaux, ou ici, dans les pétales de fleurs. Si bien qu'au moindre mouvement de l'œil, le cerveau est informé d'un changement de contraste en périphérie du champ de vision, ce qu'il traduit finalement par un mouvement. Maintenant, si on prend un détail de l'image, on n'a plus cette répétition des changements de contraste noir-blanc. Moralité, l'image ne bouge plus. En voici une qui est particulièrement insupportable. On ne peut pas s'empêcher de percevoir ce stimulus comme contenant de nombreux éléments qui se déplacent. Et chaque fois qu'on essaie de voir ce qui se passe dans une région en déplaçant le regard pour aller voir ce qui se passe, le mouvement s'arrête. Le cerveau voit donc des choses qui n'existent pas. Encore plus fort, autre expérience. C'est parti. Faisons le contraire et démontrons à présent que notre cerveau peut vous rendre aveugle alors que vos yeux voient parfaitement bien. L'image est en boucle. Cette photo étonnante va nous y aider. Elle paraît fixe et pourtant elle bouge. Tu me dis si tu as vu quelque chose ou pas. Regardez bien, nous prenons même le soin d'avertir nos volontaires que cette photo est animée, que quelque chose va clairement changer dedans et qu'ils n'ont qu'à la fixer pendant 15 secondes. Quand vous êtes prêts, vous appuyez sur Spacebar et Du portable ici, donc. Voilà. Ok. Et ça commencera. C'est magnifique, en tout cas, ça part bien. Merci. Résultat. Voilà, ça s'est passé une fois. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Non. Et je vois rien. Je vois rien du tout. Je ne vois rien qui change. Absolument rien. 85% des gens ne voient absolument rien. Voulez-vous essayer? Top! Allez, la solution. Oui, je vois une... Donc le mec qui est au milieu, il sourit. Et la bouche qui s'ouvre du personnage central. Ah ouais, non, c'est le sourire, carrément. Très bien, bravo. Quelle horreur.
Le phénomène s'appelle la cécité au changement et il illustre donc le fait que bien que nous ayons l'impression que notre perception du monde visuel est complète et parfaite, en réalité, nous ne faisons attention qu'à de toutes petites régions de ce champ visuel et donc de grands changements peuvent nous échapper complètement. Alors je l'ai vu. On assiste dans ces deux situations expérimentales à des dissociations entre ce que les gens disent percevoir et ce qui s'est passé véritablement. Et donc ces dissociations ouvrent évidemment la voie vers la possibilité que nos comportements soient influencés par exemple par des contenus ou des déterminants dont nous ne sommes pas conscients. Et c'est bien entendu ce qui intéresse les gens qui font du neuromarketing. Rendez-vous compte, ce que cherchent à savoir les publicitaires, c'est s'il est possible de fabriquer des pubs qu'il ne faut même plus regarder ni écouter, tout en étant sûr quand même qu'elles vont laisser une trace dans notre cerveau et qui sait orienter notre comportement d'acheteur. Oui, si, ça peut fonctionner. Mais... Du délire? Pas sûr. Nouvelle expérience. Nous voici à l'Institut d'administration et de gestion à Louvain-la-Neuve. C'est dans la banlieue de Bruxelles. À gauche, le barbu, Arnaud, et notre manipulateur et au volant, ce sont ses victimes. Arnaud s'apprête à nous montrer que des pubs peuvent aller se loger dans notre cerveau sans même qu'on y fasse attention. Pour les besoins de l'expérience, Arnaud ment. On s'intéresse au fonctionnement d'un simulateur de conduite. Il prétend que les cobayes doivent l'aider à tester un soi-disant logiciel de conduite automobile, ce qui est entièrement faux. Pourtant, la mise en place de l'expérience, le volant, les pédales, l'image projetée sur le mur, tout semble lui donner raison. Moment crucial, le manipulateur propose alors de brancher la radio. Donc je vais mettre la radio pour remettre dans une situation de conduite naturelle. Okay, ouais. C'est loin d'être anodin, bien sûr, puisque c'est à ce moment précis qu'il va y avoir des pubs. Mais les cobayes n'y prêtent pas attention. Ils sont toujours persuadés de tester un logiciel de conduite. Après le test, l'air de rien, Arnaud revient sur les pubs. Est-ce que tu te rappelles, pendant la deuxième phase de la simulation, donc quand tu as conduit en ville, est-ce que tu te rappelles d'avoir entendu de la musique? Je me rappelle d'avoir entendu la radio, oui. Oui. Est-ce que tu te rappelles d'avoir entendu des publicités? Non. En fait, il y avait des publicités pendant que tu roulais en voiture. Il y avait des publicités qui ont été diffusées, 3 publicités. Je vais te citer ces publicités. Alors, la première marque, c'était la voiture. Pas du tout, non. Non, non. Sur 40 personnes, 39 vont déclarer n'avoir pas entendu les publicités. Si on leur cite les publicités, en leur disant les 3 publicités qui étaient dans ce spot, dans cette page de publicité, sur ces 39 personnes, les 39 vont toujours déclarer qu'ils ne se souviennent absolument pas avoir entendu ces publicités. Pourtant, chez ces 39 personnes, on va démontrer pour 36 d'entre elles qu'il y a une trace en mémoire implicite de cette publicité, c'est-à-dire qu'ils ont eu une facilité à récupérer cette information. Pour évaluer maintenant tes capacités auditives, on va te faire réaliser un petit test. C'est un dialogue entre 2 personnes. Ce dialogue va être extrêmement dégradé, et donc ce qu'on va te demander, c'est de noter tout ce que tu entends et on va améliorer la qualité de ce dialogue. Ce que va démontrer l'expérience, c'est que les personnes qui ont entendu la pub sans s'en souvenir explicitement reconnaissent en réalité très vite les mots-clés de cette pub, dès les tout premiers niveaux du test, alors que le son est exécrable. Tandis que ceux qui n'ont réellement rien entendu ne commencent à décrypter les premières bribes qu'au 8e, 9e ou au 10e niveau. Salut Brigitte, nous sommes en direct du fan club où la foule est venue en masse. En fait, tout se passe comme si la plupart des cobayes reconnaissaient le message alors qu'ils prétendent ne pas l'avoir entendu. Ce test s'appelle un test d'amorçage. Il montre que le message publicitaire est allé se loger dans la mémoire, mais la mémoire implicite. Conséquence ? Par exemple, vous manifestez une préférence pour un stimulus plutôt que pour un autre, sans le souvenir d'avoir été exposé préalablement au stimulus que vous préférez. La mémoire implicite ne traite que très grossièrement les informations. Ça veut dire qu'il va y avoir un traitement visuel ou auditif sur les informations qui dépassent le plus, qui sont le plus en évidence dans le spot publicitaire. Et donc, plus ces pubs seront simples, mieux ça marchera, selon les neurosciences. Bonjour. Mais il n'y a pas que les connaissances qui avancent, la technologie aussi, et à grands pas. Voici l'affiche parlante. Nous allons enfin passer au miracle de France.
Une affiche qui répond à vos questions vous interpelle aussi. En fait, un acteur est aux commandes. Et tout de suite, la réaction des gens est étonnante. Avec un... il faut le dire à personne, hein? Non, promis. D'abord, c'est la surprise, puisque c'est une première, donc les gens étaient assez surpris de voir une affiche qui les interpelle tout à coup. La magie de la technologie qui est invisible. Donc il y a un rapport personnalisé entre le public et la marque. À ce moment-là, il y a une longue présence de la marque pendant... donc je dirais que la relation dure beaucoup plus longtemps que dans une publicité traditionnelle. Wow. Youps. Un sourire ultra bright. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que ces pubs sont liées avec le net, généralement. Et là, on voit des pics dans les click-through, donc dans les gens qui vont voir le site à ce moment-là, qui dépassent de loin les moyennes. Et savez-vous comment on appelle un petit film personnalisable que les marques mettent à disposition sur le net? Un viral, du mot « virus ». Parce que les gens se les passent eux-mêmes de l'un à l'autre. Ils deviennent volontairement les vecteurs de la propagation de la pub. Bref, la pub s'attrape comme des virus. Quand on vous dit que la pub s'inspire de la science. Technologie toujours et pub encore, voici la table de salon du futur. Il ne faut pas avoir peur du tout, il y a l'embarras du choix, mais il est évident que le téléspectateur aura le choix d'une ou plusieurs télécommandes, mais pas tout ce qu'il y a là. Là, c'est vraiment la panoplie de tout ce qu'on peut trouver dès aujourd'hui, mais qui pourrait équiper le salon de demain. L'intérieur du consommateur, mais cette fois au sens de l'intérieur où il vivra. Ça ne se voit peut-être pas tout de suite, mais nous sommes dans un laboratoire et cet homme est au travail. Ce laboratoire appartient à la RMB, la Régie des médias belges, dont le métier est de vendre de la pub. Autrement dit, le but du jeu ici, c'est de voir comment la publicité va devoir se comporter en fonction de la technologie. Point commun de toutes les formules de télévision du futur, elles permettront techniquement de zapper la pub. Démonstration. Ceci est un ordinateur de salon, une Media Station, qui enregistre sur un disque dur de 160 Go quelques 50 heures d'enregistrement de programmes télévisés en qualité DVD. En le regardant avec un quart d'heure de retard, par exemple, vous pouvez skipper, c'est-à-dire avancer rapidement et passer les programmes qui ne vous intéressent pas. Un peu comme avec l'avance rapide d'un DVD. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici la très attendue télévision numérique. Sous ses airs de jeune fille, elle offre déjà la possibilité technique de zapper les pubs grâce à un guide TV. Le principe, c'est de pouvoir zapper d'une chaîne à l'autre ou dans la chaîne d'un moment à un autre. Donc on peut vraiment aller se balader où on veut, voilà, par exemple les chiffres et les lettres, ou bien revenir encore très rapidement sur matière grise qui passe sur la 2. Donc ça permet évidemment, dès l'apparition de l'écran publicitaire, de zapper les pubs et de changer de chaîne, ce qui est quelque chose d'assez neuf, tout en sachant où on va tout de suite dans l'offre disponible actuellement à la TV, donc sans replonger dans son magazine TV habituel. Cette véritable programmation du zapping permet bien de zigzaguer entre les pubs, évidemment. La technologie aurait-elle mis la pub KO ? Ce qui est certain, c'est que la publicité devra toujours, je dirais, financer des grilles de programmation, des programmes, et que donc la publicité devra s'adapter, devra évoluer bien évidemment avec la technologie et, je dirais, avancer vers les nouvelles possibilités qu'elles vont offrir. Concrètement, la télévision numérique, c'est une télévision reliée à un gros ordinateur, un serveur, à l'aide d'un fil qui peut faire passer des informations dans les deux sens. Le téléspectateur peut donc interagir. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur certains produits, eh bien, il y aura possibilité d'entrer dans un monde parallèle, numérique, comme sur un serveur web en fait, et d'avoir plus d'informations sur la marque, mais en direct à la télévision. Alors ça va se passer avec le bouton rouge de la télécommande, parce qu'en fait, dans les études, on a remarqué que c'était le rouge qui attirait toujours le regard. Et donc là, il faudra faire attention de ne pas se tromper de bouton rouge, sinon on éteint la télévision, évidemment. Évidemment. Technologiquement, le DAL, un second serveur dédié aux annonceurs, va peut-être sauver la mise de la pub.
Sur ce serveur, le téléspectateur entre par le bouton rouge puis peut naviguer. On peut y voir le making-of d'une pub, l'interview de la star, participer à des concours ou demander à voir le spot publicitaire de la voiture jaune, mais en rouge, etc., etc. Ah voilà, donc en fait, je vais te montrer comment ça se passe en fait, ce que c'était cette expérience, cette première expérience de télévision digitale interactive. Alors le principe, si tu veux, c'est que tu as le spot normal, donc le spot qui passe de façon classique, et on voit ici l'interactivité, appuyer sur le rouge et gagner donc un cours de conduite défensive. Et puis une fois qu'on a cliqué, on bascule vraiment dans une sorte de site, donc c'est un mini-site, hein, c'est positionné sur un serveur au même sens que l'Internet. On remplit donc ses coordonnées, voilà, les coordonnées sont envoyées, et merci d'avoir joué, et donc les gagnants seront personnellement contactés, puisque donc il y a une vraie personnalisation, on sait à qui on a affaire. L'interactivité. Ce serait cette recette magique qui va transformer la pub qu'on fuyait en quelque chose de tellement beau qu'on voudra la regarder. Pour un mass média comme la télévision, force est de constater, par exemple en Angleterre, au Royaume-Uni, où BeSkyB est implanté depuis maintenant plus de 5 ans, on constate que finalement, lorsqu'il y a programme interactif, lorsqu'il y a publicité interactive, le nombre de consommateurs qui font le geste interactif est relativement faible et on reste dans des petites proportions. Mais ce qui est important, c'est que celui qui aura fait le geste interactif, là, évidemment, c'est un client pour l'annonceur qui est terriblement intéressant, puisqu'il y a eu une implication très forte. La conclusion étonnante de tout ceci, c'est que la science et la technologie tirent la publicité dans deux directions complètement opposées. D'un côté, les nouvelles connaissances en neurosciences permettent d'envisager des publicités extrêmement simplifiées, auxquelles il ne faut même plus faire attention. De l'autre côté, la technologie inspire des publicités extrêmement complexes, elles, personnalisées et interactives. Techniquement, dans le futur, la télévision permettra sans aucun doute de zapper la pub. Mais en aurons-nous encore envie? Pas sûr. Et moi aussi. Très bon. Eh bien, partout.